Envisageons ensemble la tentative carolingienne de monarchie théocratique. Pour ce faire, revenons un peu sur les événements historiques. Il y a un moment marquant dans la dynastie carolingienne qui a lieu en 732. C'est un événement qui est resté sous le nom de bataille de Poitiers. Bataille de Poitiers qui est en fait plutôt une escarmouche. C'est une bataille assez mal connue, où en fait on est peu sûr de beaucoup d'informations. Il y a une incertitude sur le lieu, on ne sait pas exactement si c'était à Poitiers, incertitude sur les effectifs, mais c'est une bataille, une escarmouche, un moment en tout cas qui a été aussi très largement interprété, instrumentalisé, notamment à des fins de construction d'un récit national. Mais en 732, en tout cas, le maire du palais, Charles Martel, repousse les incursions arabes et il va battre les troupes omeyyades, une dynastie arabe, les Omeyyades. Alors en fait, ce sont des troupes qui viennent d'Andalousie, l'Andalousie musulmane, Al-Andalus. La péninsule ibérique est alors musulmane et conquise par les Arabes, et en fait, il remonte voilà, dans le territoire qui est actuellement la France. Et c'est à l'occasion de justement cette bataille que Charles va gagner le surnom de Martel, car il a frappé les cavaliers avec la force d'un marteau. Alors, c'est une victoire importante, et son fils va, en 751, devenir roi. Alors, son fils, qui est-il? C'est Pépin le Bref. Alors, Pépin, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Bref? Eh ben, en raison de sa petite taille, c'est un homme bref, et il va être également maire du palais, comme son père Charles Martel, et Pépin le Bref va détrôner le dernier roi mérovingien, Childéric III, et fonder sa propre dynastie. Je vous rappelle qu'il y a dans l'histoire de la France 3 grandes dynasties, les Mérovingiens, les Carolingiens, puis les Capétiens. Et donc, Pépin le Bref met fin au règne des Mérovingiens et va pouvoir fonder sa propre dynastie, la dynastie carolingienne, qui doit son nom au fils de Pépin le Bref, fils bien connu, qui est Charlemagne, Carolus Magnus, Charles le Grand. Et les Carolingiens connaissent une formidable phase d'expansion territoriale et politique avant de sombrer quelques décennies plus tard dans la décadence. Et en 987, ils laisseront place à une nouvelle dynastie, les Capétiens, qui iront jusqu'à la Révolution française et au-delà de la Révolution française, en ce qui concerne la France, au moins jusqu'en 1848. Alors, dans la lignée de l'augustinisme politique, les Carolingiens souhaitent établir une théocratie royale, c'est-à-dire un gouvernement de Dieu sous l'égide du roi, une théocratie royale. Après avoir écarté le dernier roi mérovingien, Pépin le Bref comme Charles Martel ont profité de la faiblesse des derniers rois mérovingiens pour exercer la réalité du pouvoir. Sauf que ce que fait Pépin le Bref en 751, c'est ce qu'on peut appeler un coup d'État. Ah, il renverse le roi. C'est le maire du palais, oui, l'équivalent du premier serviteur du roi, qui renverse le roi. Il faut ensuite qu'il légitime son coup d'État. Et Pépin le Bref va, de façon très astucieuse, utiliser la technique du sacre. Il va utiliser la technique du sacre pour légitimer ce qui s'apparente à un coup d'État. Le sacre était jusqu'alors inconnu des Francs. Cette cérémonie avait été pratiquée dans l'Antiquité par les Hébreux. Par exemple, le roi Saül avait été sacré par le prophète Samuel. Et donc en fait, c'est une réminiscence
de la Bible. En 754, dans la basilique de Saint-Denis, le pape Étienne II sacre Pépin le Bref. Il lui confère les titres de roi des Francs et de patrice des Romains. Il est roi des Francs et patrice des Romains, protecteur justement des Romains et de la romanité au sens large. Et les fils et héritiers de Pépin, à savoir Carloman et Charles, le futur Charlemagne, sont aussi sacrés par la même occasion, afin d'assurer la continuité dynastique. Et même leur mère, Berthe, est bénie par le souverain pontife. Donc c'est toute une famille, en quelque sorte, qui est associée au pouvoir. Alors désormais, les Carolingiens sont choisis par Dieu. Il y a ici une alliance entre l'Église et le pouvoir franc. Ainsi, le roi est chargé de défendre l'Église. Et l'Église assure sa légitimité au roi. Alors ça, c'est très important, puisque pendant tout le millénaire qui va suivre, tous les souverains de France vont se réclamer de cette cérémonie et se faire sacrer. Charlemagne, après Pépin le Bref, va régner. Son règne s'étend de 768 jusqu'à sa mort en 814. Et Charlemagne, Carolus Magnus, Charles le Grand, conquiert un empire gigantesque qui dépasse très largement les frontières du royaume des Mérovingiens. Et fort de ces conquêtes, Charlemagne aspire à ressusciter l'empire romain d'Occident. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. En 476, pour ceux qui ont vécu les événements, ils ne se sont pas dit désormais l'empire romain d'Occident a disparu, c'est terminé. Non, c'est fait de façon beaucoup plus complexe. Lorsqu'on vit les événements, on a du mal à prendre du recul dessus, on a du mal à voir les grandes tendances, les grands mouvements de fond qui se jouent sur des décennies, voire sur des siècles. Et donc, à l'époque des Carolingiens, et notamment de Charlemagne, la page de l'Empire romain d'Occident n'est pas entièrement tournée. Et l'idée de ressusciter l'Empire est finalement parfaitement acceptable et même un objectif politique. Donc le 25 décembre de l'an 800, le jour de Noël, Charlemagne se fait couronner empereur. Il est plus simplement roi, il est empereur. Il se fait couronner empereur à Rome par le pape Léon III. L'empire d'Occident, qui avait disparu en 476, est restauré officiellement et a pour capitale Aix-la-Chapelle. Ce projet, justement, de rénovation impériale est retenu sous le nom de la Renovatio Imperii, en latin, la Renovatio Imperii, avec 2 i à la fin, la rénovation de l'Empire, et l'Europe est unie, enfin, une partie importante de l'Europe est unie autour d'un même souverain, également d'une même foi et d'une même puissance politique. Alors, lors du sacre, lors du couronnement à Rome, le pape a renversé la cérémonie. En principe, l'empereur est acclamé par la foule, puis couronné par le pape. Ça veut dire que la légitimité, elle est d'abord populaire, puis divine. Mais là, le pape a couronné Charlemagne avant qu'il ne soit acclamé. Ce qui laisse supposer sur le plan symbolique, et dans une cérémonie comme celle-là, il n'y a que des symboles, ce qui laisse supposer que la légitimité était d'abord divine, confiée par l'Église, avant d'être populaire, confiée par le peuple. Et Charlemagne serait sorti furieux de cette cérémonie, qui marquerait justement une forme de prééminence quand même de l'Église et du pape. Et c'est un
un élément qui va rester, et c'est notamment une des raisons, de façon anecdotique, c'est une des raisons pour lesquelles 10 siècles plus tard, lors du sacre de Napoléon, à Notre-Dame de Paris, en 1804, le pape sera présent, mais Napoléon ne veut pas qu'il intervienne. Le pape est une sorte de témoin, et c'est Napoléon lui-même qui pose sa couronne sur sa tête. Donc le pape est témoin, oui, l'Église est témoin, mais ce n'est pas l'Église qui donne sa légitimité, qui donne la couronne à Napoléon. Alors, si on revient aux Carolingiens, cette politique de rénovation impériale a aussi été, bien sûr, alimentée par des penseurs comme Alcuin d'York, Alcuin, qui vient de la ville de York, en Angleterre. Alcuin est né en 735 et puis il va décéder en 804. C'est un moine, c'est un érudit anglais qui estime que Charlemagne, ayant été sacré et ayant rétabli l'Empire, a été choisi par Dieu pour régner sur le peuple chrétien, sur la chrétienté dans son ensemble. Dès lors, Charlemagne est le plus puissant ministre de Dieu, car il réunit les qualités de chef politique, mais aussi de chef religieux. Il règne sur une communauté de croyants, une communauté donc à la fois politique et religieuse, et l'empereur doit préparer ici-bas dans le monde terrestre la cité de Dieu. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que dans une partie importante du Moyen-Âge, et notamment sous les Carolingiens, le pouvoir revêt une dimension eschatologique. Le pouvoir revêt une dimension eschatologique, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que la fin du monde est proche, que bientôt, ce sera la fin du monde terrestre, le retour du royaume de Dieu, et donc que l'objectif du pouvoir, pas seulement spirituel, mais aussi temporel, c'est de préparer le salut des âmes pour accéder à la vie éternelle. Et ça, c'est un des objectifs du pouvoir. Donc on est dans une dimension qui est véritablement très différente du point de vue des mentalités, du point de vue des croyances des populations. Alors l'empire de Charlemagne est toutefois éphémère, et à la mort du fils de Charlemagne, qui est Louis le Pieux, en 840, à sa mort donc, l'empire est convoité par ses trois fils, Charles, Lothaire et Louis, les trois petits-fils de Charlemagne, qui sont incapables de s'entendre et se font la guerre. Et les Carolingiens ont encore une conception patrimoniale du pouvoir. Le pouvoir est en quelque sorte leur propriété. Et donc, les règles du droit privé peuvent s'appliquer à la dévolution de la couronne et au partage des terres. Il n'y a pas encore toutes ces règles sur, justement, le domaine public et le fait de choisir, par exemple, seulement l'aîné pour régner. Toutes ces règles qui se mettront en place sous les Capétiens. On n'a pas encore le principe de primogéniture, de droit d'aînesse. Donc, en fait, l'Empire fait l'objet d'un tiraillement entre différents héritiers. Et puis, en 843, l'Empire est partagé en trois, à la suite du traité de Verdun, un moment très important dans l'histoire de l'Europe, qui a des conséquences lourdes jusqu'à notre époque, presque, puisque désormais, ce vaste empire carolingien est divisé en trois. Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, ce qui va peu à peu devenir la France au fil des siècles.
Lothaire reçoit la Francie médiane, qu'on appelle aussi la Lotharingie. On a ici notamment l'origine du mot de Lorraine, la Lorraine, la Lotharingie, ça vient de Lothaire. Et puis revient à Louis, qu'on appelle Louis le Germanique, la Francie orientale, et que certains voient en quelque sorte comme l'ancêtre de ce qui deviendra l'espace germanique et beaucoup plus tardivement l'Allemagne. Donc c'est un moment très important, et ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que, bien sûr, à partir du traité de Verdun, cet empire carolingien s'affaiblit, il est divisé en trois, alors il y aura des conflits de reconquête territoriale, etc. Mais on a une forme d'effondrement, de délitement de l'autorité publique, qui va d'ailleurs profiter à l'Église. Mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est que chez les Carolingiens, et notamment lors du règne de Charlemagne, on a cette tentative de créer une théocratie royale. Et là, on a en quelque sorte le temporel qui est en supériorité sur le spirituel. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est que la papauté va en quelque sorte contre-attaquer et va essayer de reprendre la main.